On a des invités aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des invités extraordinaires. Yes. Nos meilleurs amis. Je vous les présente, nos meilleurs amis. Ils viennent nous voir à des moments inattendus, à des moments attendus. Ils ont mis au monde 5 enfants extraordinaires, dont je suis le 4e. Ils ont un ministère incroyable, ils aident les couples. Et ce que j'aime particulièrement d'eux, c'est qu'ils prennent le temps pour les gens. Ils prennent le temps de s'arrêter, ils prennent le temps d'aimer les gens, d'écouter les gens. Et ils ont fait des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai vécu des moments plus difficiles dans ma vie. Ils étaient là. Ils ont pris du temps pour moi. Ils sont présents. Et c'est ce que j'aime d'eux. Ah, donc je vous les présente sans plus tarder. C'est René et Gilles, mes parents. Ouh! Il faudrait des applaudissements. Hello! Je mettrai des applaudissements. Oui, c'est ça, faudrait. Puis, on les a invités pour un sujet Vraiment nice. Ouais. vraiment important. Mais en fait, on a décidé d'aborder le mariage avec vous parce que, bon, c'est une saison de vie dans laquelle on vient tout juste d'entrer. Ça fait quelques mois, toi et moi. On a Exact. envie de faire des thématiques un peu qui suivent nos saisons de vie. On suit le... Puis bien évidemment, on pouvait pas faire cet épisode-là juste toi et moi parce Mais non, que notre mais non, expérience est très, très, très limitée. Donc, on a Exact. invité nos préférés pour parler de ce sujet-là. Donc, vous, ça fait 36 ans que vous êtes mariés. Oui, oui. Hey, c'est plus que mon Wow, âge. Là. 36, incroyable. Imagine, pour vrai, on dirait que je suis pas capable de m'imaginer autant de temps avec une personne. C'est plus que tout ce que j'ai vécu. C'est plus que mon âge. C'est plus que toi aussi, tout ce que tu as vécu. En fait, Marie, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Parce qu'on s'est connus, on s'est mis ensemble, un peu en concubinage. Puis dès qu'on a rencontré le Seigneur, on s'est mariés. Alors, on a commencé à comptabiliser les années pour 36 années, mais en fait, ça fait déjà 40, presque 41 ans qu'on est ensemble. Concubinage, là, pour les gens qui savent pas qu'est-ce que... Moi, honnêtement, je savais pas qu'est-ce que ce mot-là voulait dire il y a pas si longtemps. Ça veut dire habiter avec quelqu'un avec laquelle t'es pas marié. Une personne avec ouais, laquelle t'es pas c'est marié. ça, C'est ça? Vivre, coucher avec quelqu'un qui n'est pas marié. C'est ça. C'est intéressant que vous avez parlé de ça, tout, parce que moi, j'ai envie qu'on aborde particulièrement dans cette thématique-là, aujourd'hui avec vous, un peu la comparaison entre ce que la culture moderne va dire du mariage aujourd'hui, puis ce que les chrétiens pensent du mariage. C'est quoi le but du mariage en tant que chrétien, puis c'est quoi le but du mariage dans la culture quand tu crois pas en Dieu puis tu décides de te marier. Parce que j'observe que quand même beaucoup de personnes se marient dans notre entourage, puis c'est pas nécessairement des chrétiens, tu sais, je sais pas, mes réseaux sociaux, en tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui s'est mariée récemment, donc là, mon algorithme me présente que les C'est personnes l'effet qui se marient. COVID, les gens n'avaient rien à faire, ils voulaient tout se C'est marier. ça. J'ai quand même remarqué un regain là, de gens qui veulent se marier. Mais oui, moi aussi autour de moi, de plus en plus. Donc, on se lance dessus. Mais moi, ma première question, c'est pourquoi se marier encore en 2024? Tu sais, c'est quoi le but de se marier? Vas-y, René. Pourquoi on se marie? Bien, le mariage, c'est un engagement. C'est pas une fête, puis c'est sûr, on met beaucoup d'attrait autour de la journée du mariage. Mais le mariage en soi, c'est de s'engager jusqu'à ce que la mort nous sépare pour les bons et les moins bons moments. Alors, se marier, c'est un engagement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se marient sans nécessairement s'engager. Et c'est ça qui fait mal. Se marier, pourquoi? Parce que Dieu nous demande de s'engager. Il y en a à l'inverse, par contre, qui s'engagent sans se marier. Tu sais. Oui, oui. En fait, ils portent les mêmes fruits que ceux qui s'engagent parce que quand on s'engage, quand ça va aller mal, on persévère. Toute une différence. Quand tu parles de fruits, tu veux dire le résultat, dans le fond? Oui, le résultat. Okay. Parce que si tu n'es pas engagé, à moindre petite chose, tu vas avoir une solution. Mais tu sais, comme Étienne, il dit, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont engagés sans nécessairement se marier, puis ils vont dire, ben pourquoi ça me prendrait le bout de papier pour confirmer mon amour envers toi? Tu sais, je t'aime, on a des enfants, on vit ensemble, ça fait 25 ans, j'ai pas besoin d'un bout de papier pour confirmer qu'on s'aime et qu'on est engagé. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je les comprends. Je les comprends parce que dans la culture de ce monde, il y a tellement eu de désillusions avec le mariage. Il y en a qui se mettent ensemble et puis ils veulent le faire pour le mieux. Maintenant, même cette bonne intention-là, est-ce qu'elle va garantir qu'ils vont passer leur vie ensemble? Ça, c'est une autre question. Le mariage, c'est sérieux. C'est pas juste un engagement ou une fête d'une journée, c'est sérieux le mariage. Et un bout de papier, ça m'engage pour le meilleur et pour le pire. Votre bout de quand on fait un cours à l'université ou qu'on fait on étudie quelque chose, on l'aime, notre petit bout de papier. Il est sérieux, notre bout de papier, on a investi. Je pense que le bout de papier, il ne faut pas en avoir peur. Il faut au contraire dire, je vais investir dans les bons et dans les mauvais moments. Mais moi, je pense qu'il est important, le bout de papier. Au-delà du bout de papier, tu sais, quand tu es dans un mariage, plein de témoins,
Puis moi, la seule chose que je trouve triste, c'est que si tu crois pas que Dieu est l'auteur du mariage, ben c'est comme quand tu fais ton mariage, la journée du mariage, tu as plein de témoins pour voir l'acte d'engagement que tu fais, mais tu t'engages pas nécessairement envers Dieu qui est même qui a créé, qui a fondé l'institution du mariage. Donc je sais pas, mais c'est que t'as pas de pilier, de fondement pour comme le divorce devient une option comme une autre quand t'as pas Dieu au centre du mariage, j'ai l'impression, je sais pas. J'imagine que c'est plus facile, ouais. C'est facile d'aller chercher des solutions humaines. Ouais. Quand quand c'est pas sérieux. Quand c'est sérieux, t'acceptes que c'est difficile, il y a un moment qu'on vit quelque chose, mais il va y avoir un temps où les choses vont se replacer, puis où on va plier le genou puis apprendre à vivre ensemble. Écoutez, là, l'être humain, c'est compliqué, l'être humain. Ben oui, Vivre à côté d'un être humain. Fait que s'engager, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime bien exprimer mon point de vue d'un point de vue biblique. Et au début, dans la parole de Dieu, c'est marqué qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Oui. Alors, Dieu a créé une compagne, et après ça, le mariage a été vraiment proclamé, institué de Dieu. L'homme quittera sa mère et son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, il est écrit que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors ça, c'est une grosse base. Je pense que l'institution du mariage vient pas de nous, elle vient de notre Créateur quelque part. Absolument, c'est ça. Je veux dire, dès la création, le mariage est abordé. C'est une des premières choses qui est abordée dans le mariage. Puis on l'oublie peut-être souvent, mais dans le fond, là, c'est une institution que Dieu a établie. Ça vient de la Bible, ça vient de Dieu, c'est toute cette institution-là. Puis dans la vision chrétienne, le mariage, c'est beaucoup plus qu'une journée, c'est beaucoup plus que des émotions qu'on concrétise dans un engagement. En fait, ça a un rôle, ça a une intention divine, le mariage aussi. Ça a comme une forme de cadrer un peu nos sociétés aussi. Puis moi, je suis allée me renseigner un peu sur pourquoi encore se marier en 2024. On dirait que c'est toi l'experte. Non, mais tu sais, tu me connais, j'aime bien sortir des petites statistiques. Et les résultats de la grande majorité des recherches effectuées ces 20 dernières années indiquent que ceux qui sont mariés et qui le restent sont bien plus satisfaits de leur vie que les célibataires, les divorcés ou ceux qui vivent en concubinage. Et également, les enfants issus de familles où les parents sont mariés ont une qualité de vie 2 à 3 fois supérieure aux autres. Donc, le verdict est clair, être marié et vivre avec des parents mariés sont de puissants stimuli pour le bien-être humain. Donc, ça a comme une fonction pour le bien-être commun aussi, le mariage. C'est le cadre le plus bienveillant pour élever des enfants. Puis, peu importe les épreuves, définitivement qu'on en passe à travers le mariage, mais ça reste la forme qui comble de bonheur le plus les individus avec le temps. Selon les études. En fait... Et selon l'expérience aussi, je crois. Oui. Vous pouvez nous en témoigner? Qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne connaisse pas, il y a toujours l'intention du cœur qui est importante, les motivations pour lesquelles on se marie. OK. Tu sais, si tu as deux dépendants affectifs qui se marient, ou deux personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils sont plus capables de vivre dans leur maison, si tu as un dominant qui marie quelqu'un complètement soumis pour être capable d'exercer sa dominance, on peut se marier pour plein de mauvaises raisons, et on sait que tôt ou tard, ces couples-là sont voués à l'échec. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, notre société aujourd'hui va aller maximiser le profit individuel au-delà de l'engagement à long terme. Donc, si cette personne-là m'apporte quelque chose, parfait, on va développer quelque chose, puis on va beaucoup se baser sur la connexion, la chimie, tout de suite. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il y a une chimie, est-ce qu'il y a un courant qui passe, est-ce que je suis attirée avec cette personne-là avant de passer à la prochaine étape? Donc, on va beaucoup plus se baser sur nos sentiments pour s'engager plutôt que s'engager pour... avoir un cadre bienveillant. Moi, j'ai envie de t'entendre là-dessus, René, parce que je sais que, mettons, la différence entre les sentiments amoureux puis l'acte d'engagement d'amour, on en a souvent parlé, mais dans le livre sur lequel on s'est basé là, pour faire ce podcast-là de Timothy Keller, Le mariage, il en parle beaucoup, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, un peu la différence entre les sentiments d'amour. Merci pour m'avoir rattrapé sur ma question. L'amour, ce n'est pas une émotion. Aimer, c'est un don de soi. C'est toute une différence. Alors, quand ça va aller mal, est-ce que j'ai une solution de don de soi? Je vais-tu faire 1 kilomètre de plus pour mon amoureux? Ou quand ça va aller mal, là, je sens plus rien, fait que ça vaut plus la peine de rien faire. OK? Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, que l'amour, c'est pas un sentiment. Puis, je l'ai beaucoup vécu dans une situation, dans mon personnel, où on dirait que j'attendais de ressentir les choses pour donner. Mais en fait, le mariage, c'est
donner, et les sentiments vont venir après. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Je pense que quand tu tombes en amour, tu peux être éperdument rempli de sentiments pour la personne, mais les sentiments ne seront pas toujours là dans ta vie. Si tu veux faire un engagement de vie, il n'y aura pas toujours les sentiments, mais les sentiments vont venir. Des fois, quand il va partir, là, ton engagement va être important, puis là, les sentiments vont peut-être revenir à travers l'engagement. C'est que les sentiments sont toujours là, mais parfois, c'est pas des beaux sentiments qui sont là. Non, exactement. Puis parlons-en des sentiments, parce qu'au début, quand tu commences à fréquenter une personne, les sentiments peuvent nous rendre aveugles. L'amour rend aveugle, on le sait souvent. Puis le mariage rend la vue. Oui, le mariage rend la vue définitivement. Hein. Le mariage démontre le pire en nous. Puis vous suivez beaucoup des couples en prémarital aussi. Donc, vous observez, OK, ces deux personnes-là, vous passez un test de personnalité, vous les accompagnez dans la démarche avant de se marier. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous regardez côté personnalité chez les personnes pour voir, OK, les points de vigilance. OK, ça va falloir que vous regardiez ça de près dans votre mariage parce que ça pourrait dérailler. J'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus pour remettre en perspective les choses quand tes sentiments t'imnobulent un peu. Qu'est-ce qui est important de regarder dans une relation avant de s'engager vers le mariage? C'est une très bonne question. Ce qui est important, c'est que ceux qui vont s'engager dans le mariage, qu'il y ait un équilibre. C'est certain que quelqu'un qui va être aux prises avec de la dépression, par exemple, c'est un peu comme je continue avec la thématique de tantôt, si je suis dépressif puis je marie quelqu'un qui est plus capable de se contenir en sexualité, et son seul moyen de se contenir, c'était de regarder de la pornographie, puis qui pense qu'en se pitchant dans le mariage, si vous me permettez l'expression, avec quelqu'un qui est dépressif, que tout à coup, la dépression va partir, puis que la porno va lâcher. Hein? C'est assez cru comme sujet. On s'aperçoit que non, il va falloir que ces deux personnes-là, quelque part, selon la parole de Dieu, et avec l'accompagnement qu'on leur fait, qu'ils rentrent dans un mode de guérison personnelle. Dans le fond, ta vie de célibataire va pas s'effacer du jour au lendemain. Tel tu es avant le mariage, tel tu seras le lendemain du mariage. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais des bonnes et des mauvaises raisons de se marier. Ce qui est beau dans le mariage, là, c'est que celui qui part sincère, avec une bonne intention, même s'il a commencé avec des mauvaises motivations au départ, si en chemin, on peut toujours se rattraper. On peut se rattraper surtout avec Dieu. Mais je connais même des couples sans Dieu. Tu viens d'en faire un partage dans une étude longitudinale qui montre que les gens qui vont pas se séparer, il y a des gens qui vont pas se séparer, qui vont persévérer ensemble, dont le couple et les enfants vont arriver à un certain bonheur ou une certaine paix dans leur vie, avec beaucoup de satisfaction. Alors que des couples qui se marient, séparent, se remarient, se séparent, se remarient, c'est prouvé que ça apporte beaucoup de douleur. On va dire ça comme ça, chez les enfants. De complexité aussi. Là. À un moment donné, si t'as quatre, t'as des enfants à gauche, à droite. Tu dois coordonner plusieurs vies ensemble. T'as plusieurs vies, exactement. Absolument. Je continue. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous regardez côté personnalité chez les gens? Qu'est-ce que vous regardez pour savoir si ça va être un bon fit, mettons? Parce que souvent, les gens, justement, vont pas prendre la peine de se connaître. Dans le fond, c'est quoi les red flags? C'est quoi? C'est quoi les red flags? Non, mais c'est une bonne question. Ça, tu l'as bien dit. C'est quoi les red flags entre deux personnes qui veulent se marier? En fait, on fait pas des analyses, OK? On s'intéresse à qu'est-ce qu'ils vivent ensemble, puis au fondement de leur cœur. Parce qu'on peut se marier pour plein de mauvaises raisons. Mais c'est pas à nous, Achille et moi, de dire mariez-vous ou mariez-vous pas. C'est beaucoup plus à nous de les diriger vers le meilleur. Et parfois, d'eux-mêmes, ils vont se regarder et ils vont dire non, on n'est vraiment pas prêts. Parfois, c'est déjà arrivé? C'est arrivé. Il y en a qui se sont séparés dans la joie. Parce qu'ils ont bien vu que leur différence était bien trop énorme dans ce qu'ils vivaient. Et il y en a qui ont repoussé 1 an plus tard leur mariage parce qu'en fait, il y avait quelque chose entre eux, mais ils n'étaient pas prêts au 24 sur 24 pour s'engager ensemble. En fait, on les amène plus dans la vérité de qui ils sont. On va se regarder. On va être honnête. On va être honnête, on va se regarder. Comme, par exemple, tu pourrais déceler, en parlant avec eux, qu'il y en a un des deux qui a comme l'intention de se marier, mais son intention est plus ou moins valide ou valable. Oui, on pourrait décider chez quelqu'un que ses priorités de vie sont plusieurs sujets ailleurs, en dehors complètement de sa femme, sa future, finalement, et qu'elle,
elle n'a pas du tout les mêmes priorités de vie. Il faut quand même Les s'en priorités de aller. vie. Il faut quand même s'en aller dans un chemin où on a des dépôts qui se ressemblent. Faut que les deux soient rendus vraiment, que le mariage soit une priorité de vie, de s'engager, de bâtir quelque chose. Ben, des buts communs, un objectif, une ligne directrice commune, je pense que c'est un des points principaux, en fait. Ben, moi, c'est ça que j'ai noté, là. Les bonnes raisons de se marier, c'est le but commun. Il y a 4 bonnes raisons de se marier. Ouais. OK, dites-nous ça. Dites-nous ça. Ben, écoute, on les regroupe On là-dedans. suggère 4 bonnes raisons. On suggère 4 bonnes raisons de se marier. La première, c'est on prend le temps de se connaître, vraiment. Oui, dans nos personnalités, mais aussi dans nos forces, nos faiblesses, notre histoire, qu'est-ce qu'on a vécu dans nos familles. Et après avoir passé 1 année, 2 années ensemble, même quand on a connu les côtés plus difficiles de l'autre, hein, nous, on parle de lune de miel d'un côté, puis la lune de fiel de l'autre côté. Le fiel, c'est quelque chose qui goûte le vinaigre. On regarde la personne, puis on se dit, c'est quand même la personne que j'ai envie de choisir de tout mon cœur. Je l'aime. Je me vois passer ma vie avec cette personne-là. Ça c'est l'amour. Puis je la connais. Oui. C'est ça. Ça, c'est l'amour. Puis Je l'ai choisi. Je l'ai connu, puis c'est elle, c'est lui que je choisis. Ce bout-là est important, puis il y a beaucoup de personnes qui manquent la coche parce qu'ils ne prennent pas le temps de se connaître. Oui. Ben, c'est un bon point. Vas-y. Number one. J'ai envie de dire une petite parenthèse à ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'on se connaît, mais tout ce qu'on vit ensemble depuis qu'on se connaît, depuis 3-4 mois, c'est de se toucher, se donner des bisous, rentrer dans un contact physique. En fait, la connaissance de l'autre est beaucoup plus profonde. C'est parfois on se fréquente, mais on se fréquente plus. Se connaître émotionnellement, se connaître spirituellement, se connaître l'intellect de l'autre, se connaître ses buts. Puis la connaissance de l'autre est en amélioration perpétuelle dans le sens qu'on va changer dans notre vie. Donc, c'est de continuellement apprendre à s'aimer dans nos changements, dans qui on devient ensemble. Et ce que j'allais dire dans la partie de se connaître, c'est un des buts du prémarital. OK? On fait un prémarital sur 3 jours, 3 rencontres de 4 heures. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va les amener en profondeur émotionnelle parce qu'on sait très bien que c'est facile de se connaître juste parce qu'on se trouve beau. Oui. Ben oui. On va pas arrêter là. C'est bon ça. Donc, vous avez entendu, si vous voulez vous marier puis vous ne vous connaissez pas, prenez un petit prémarital avec vous. Moi, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur notre expérience personnelle. Vas-y, rapidement. De notre rencontre, parce que moi... Moi, je veux les entendre. Vas-y. Oui, mais moi, quand je t'ai vue la première fois, j'étais pas là. J'étais pas là émotionnellement. Fait que moi, je t'ai même pas trouvé beau la première fois, honnêtement. Ni chaud, ni froid, là. Tiède, la première fois que je t'ai rencontré. Puis c'est vraiment de fil en aiguille. Tu m'as lancé des perches. J'ai appris à connaître ton cœur. C'est vraiment en apprenant à connaître ton cœur que je suis tombée en amour avec toi, puis que mes yeux se sont ouverts à ta beauté exceptionnelle, parce que tu es magnifique. Merci. Mais au début, je le voyais pas, vois-tu, mais c'est ça. Donc, j'aurais passé à côté de quelque chose, là, si je m'étais fermée tout de suite, puis comme il m'attire pas physiquement, fait que... Côté de quelqu'un. Fait que juste pour dire, les premières personnes qui... mais il n'y a pas de chimie qui passe entre nous, ça fonctionne pas. Ben moi, au début, j'en avais pas de chimie avec Étienne. Puis j'aurais passé à côté de la plus belle personne au monde si je m'étais juste... Ben arrête, là. T'es mon mari, là, faut m'inquiéter, hein? Fait que c'est ça. Je voulais juste dire ça par rapport... C'est tellement intéressant. J'aide des jeunes hommes, et il me dit, tu sais, j'ai rencontré 1, 2, 3, 4 magnifiques femmes. Puis ça s'est tout consolidé par des échecs. Ça n'a pas avancé, puis j'ai vécu des grosses peines d'amour. Là, je suis avec une fille, elle a beaucoup de charme. C'est peut-être pas mon premier coup de cœur physique, mais elle est incroyable dans tout ce qu'elle est, ce qu'elle donne, sa générosité, son amour de Dieu, de la vie, des enfants et tout ça. Et elle m'attire. Fait que là, moi tu sais, quand j'aide ces gens-là, je me dis, tu t'approches du but. Hein? Et 4 mois après, en fréquentation, mais il me dit, mais cette femme-là, elle n'est pas juste magnifique dans son cœur. Maintenant, elle m'attire. J'ai hâte. Là, il me dit, on a décidé d'aller de l'avant puis de se marier. Génial. Alors voilà, ça c'est un choix. Donc, je te choisis. Je vais vous donner rapidement les 3 autres, mais pas dans le bon ordre.
pour regarder la dernière et la En plus... ordre décroissant. La dernière, c'est la plus difficile. OK. Mais la deuxième, on va dire que les gens aient une vision commune de la vie. Ouais, ouais. Alors, en se connaissant, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu n'en veux pas? Un peu ce que Est-ce que tu tu veux connais Dieu? voyager? Tu connais Est-ce pas que Dieu? t'es sédentaire? Alors, il faut On l'a avoir dit une un vision. peu, oui. Il faut avoir un minimum de vision commune Ouais. dans la vie. OK. OK? La troisième, c'est le sceau de la famille, des hommes, de Dieu. On sent que tout le monde nous regarde puis ils disent des fits, ils font ensemble. OK? Il n'y a personne qui semble s'opposer, puis on sent que ça coule. Alors, on sent l'approbation, le sceau des hommes et de Dieu sur notre vie. Donc, Ça, c'est pas toujours évident parce que parfois, il y a des gens qui voient des choses et ils oseront pas le dire. ils vont le dire après le Il mariage. faut le dire Ben, si on surtout voit des avant le choses. mariage. Intéressant, là. Peut-être pas au début quand tu te fréquentes, Ouais. t'es comme on va la laisser se planter puis elle va apprendre de ses erreurs. Tu sais, mais mettons, si t'es à veille de se marier, là, ouais, il faudrait le dire. Il faudrait le dire. La dernière raison, et non la moindre, c'est Roulement que... de tambour. On l'a dit ensemble, on a commencé à le dire dans d'autres questions. Ça va être, je m'engage avec toi pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, je m'engage avec toi parce que je veux participer à te rendre heureuse, à prendre soin de ton cœur. Lorsque je vais avoir des besoins, de vraiment devenir sensible à toi pour voir comment je peux t'aider dans ta vie. En fait, le focus ne sera pas sur tout ce que je peux prendre de l'autre, mais comment je vais pouvoir m'investir dans l'autre parce que moi, Étienne, je veux voir Marie-Ève heureuse, puis je suis prêt à tout dans ma vie pour ça. Je suis prêt à mourir à moi-même, à faire même passer ses besoins, son cœur avant les miens propres. Parce qu'il y en a beaucoup qui se marient en se disant « Wow! » C'est le choix, dans le fond, c'est ça? C'est comme je te choisis, la dernière? Ben, Si t'avais à la mettre en 3-4 mots. Ben, c'est que je te choisis, mais je te choisis pas pour tout ce que tu vas m'apporter. Je choisis pour tout ce que je vais pouvoir Te t'offrir. donner. Pour tout ce que je vais pouvoir. J'ai envie de t'offrir de prendre soin de toi. Mais la beauté, c'est quand les deux ont le même engagement, c'est qu'il n'y aura pas de manque. Parce que si je prends soin de Marie-Ève et Marie-Ève prend soin d'Étienne, on va être sensible aux besoins de l'un et de l'autre. La différence en bout de ligne de compte, c'est que si je suis centré sur moi, je suis égoïste, à un moment donné, j'arrive à une espèce de saturation que j'ai plus rien à prendre en Ouais, moi. t'arrives à un cul-de-sac, là. Ouais, exactement. En fait, ce point-là se mesure bien quand tout va mal. Alors, en fréquentation, est-ce qu'on a vécu un moment où, oups, ça a frotté tous les deux? Comment ça s'est passé, ce moment-là? Parce que ça, c'est la vraie vie. Est-ce que ça s'est passé du fait que, oups, je t'ai demandé pardon, ou je suis allée te prendre dans les bras, ou on a pleuré ensemble? Comment ça s'est passé quand ça va mal? Est-ce que tu es parti chez toi, puis ça a pris 2 semaines, on ne s'est plus parler? En fait, l'amour se mesure dans les moments comme ça. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'être Puis ensemble. moi, je trouve que c'est là vraiment qu'on voit la différence aussi entre un mariage chrétien et un mariage de notre culture parce que le chrétien a vraiment l'image parfaite de Christ qui s'est donnée pour son Église. Et qui pardonne. Puis il n'y a aucune image de ce monde qui est aussi puissante que ce que Christ a fait pour son Église. Puis c'est aussi l'image qu'il nous donne dans la Bible de c'est quoi un mariage. Christ, son épouse, c'est l'Église. Donc moi, de revenir à ça continuellement, on dirait que ça adoucit mon cœur aussi envers mon mari. Puis moi, j'ai jamais vu une personne comme Étienne qui demande autant pardon puis qui pile sur son ego. Ça, c'est Il n'y a grâce à pas mes d'ego parents. là, dans notre relation. Mes là. parents nous demandaient continuellement pardon. On a été élevés dans une famille où est-ce que le pardon était comme essentiel. Tout le monde faisait des erreurs. Mes parents, j'ai déjà vu mes parents chicaner, mais ils demandaient pardon. Puis ils se demandaient pardon entre eux. Mais tu sais, il y en a pour qui c'est tellement difficile de demander pardon. Mais moi, tu m'as beaucoup appris sur le pardon, Étienne. Il faut espérer changer dans le pardon, mais on est quand même fait. Tu sais, on a quand même une personnalité. Puis des fois, ça prend du temps, ça prend du travail. Puis c'est là que la sanctification, qui est un terme pour notre 6e podcast. Non, mais la sanctification, c'est vrai, c'est le but du mariage. C'est le hein? but du mariage, la C'est sanctification. d'évoluer, c'est de maîtriser ses pulsions, de changer son caractère, d'améliorer son caractère pour plaire Mais là, un on peu plus profite à de l'autre. nos invités. Mais moi, j'ai une dernière question, un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, parce que c'est sûr qu'on pourrait parler genre pendant Ouais, 4 on heures en de fera mariage. d'autres. Ouais, c'est ça. On en fera d'autres, on fera des séries, tu sais, comme avec ça. Puis le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est vraiment ce qui distingue vraiment de manière flagrante le mariage chrétien puis le mariage du monde. C'est que dans le mariage chrétien, on attend le mariage avant d'habiter ensemble, puis avant de faire l'amour, Je vais dire avant de faire du popcorn, mais... avant la sexualité, bien entendu. Donc, dans le mariage chrétien, la volonté de Dieu pour le mariage, c'est d'attendre avant d'entrer dans la sexualité, d'attendre le mariage. Moi, j'ai envie de vous entendre un peu là-dessus. C'est quoi la différence? C'est pourquoi attendre? Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est quoi les fruits de l'attente
avant de la sexualité, avant de se marier. Oui, de l'attente. C'est justement, dans la suite de ce qu'on vient de dire, si je veux pas être centré sur moi, je vais pas chercher à consommer. Parce que s'il y a quelque chose de bon à consommer dans le mariage, c'est bien l'intimité sexuelle. Pour tout ce que ça vient, souvent on s'est aperçu, en grandissant, que toutes les blessures émotionnelles qu'on peut avoir sont facilement comblables par la sensualité de la sexualité. En fait, ce sont des mécanismes de survie qui viendront jamais combler mon cœur. Alors, le danger, c'est que si je consomme sans connaître l'autre, sans être engagé avec l'autre, je vais la prendre pour tout ce qu'elle m'apporte. Et c'est ce que favorise le sexe. Bon, moi, je le réponds de cette manière-là. Dieu ne nous donne pas tout en long et en large du pourquoi on ne doit pas le faire, mais on comprend à travers les Écritures que de s'abstenir, que de se garder, ça nous force justement à se tourner vers l'autre et à s'engager de cœur avant de se consommer de corps. Et il y a un piège aussi. Quand on se consomme avec le corps, ce qu'on vit est tellement excitant qu'on va le rechercher. Alors, quand on va se revoir, si on se voit, je ne sais pas, si on se fréquente 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça dépend des fréquentations de chacun, on va rechercher à s'isoler et à le revivre. Parce que notre corps, il aime ça, notre chair aime ça, elle goûte à quelque chose de bon. Sauf qu'en faisant ça, en recherchant ça, je ne recherche pas à connaître l'autre et à me faire connaître C'est de vraiment l'autre. bon, ça. Mais c'est que dès qu'on entre dans la sexualité avec quelqu'un, tout change. Ouais, comme l'émotion comme est tellement intense. Exactement. C'est comme mettre des lunettes fumées. Là, tout à coup, tu as C'est comme ça. une autre C'est ça. vision Vraiment. de la personne. Mais comme tu l'as dit, c'est ça. Tu veux pas que la sexualité vienne biaiser ta connaissance de l'autre. Et si je ne mets pas la sexualité d'avant, il se passe quelque chose. Je vais faire un effort. Je vais me maîtriser. C'est tellement important de se maîtriser parce que le mariage va apporter beaucoup de situations où je vais devoir me maîtriser. Je ne peux pas prendre le Absolument, corps de ouais. l'autre puis faire ce que je veux. Ben oui, juste C'est l'attente. une belle maîtrise. Puis en connaissant l'autre aussi, c'est rassurant aussi. C'est pas rassurant de donner mon corps avant le mariage. C'est rassurant de connaître l'autre, de se faire connaître et de choisir. Si on prend le temps de se connaître, après 10 mois, 1 an, on va peut-être décider non, on ne se marie pas. C'est beaucoup plus facile de décider, de prendre une décision objective sans s'être donné l'un à l'autre. Parce que du moment qu'on se donne l'un à l'autre, il y a une attache intime qui prend la place et on voit plus clair. Alors, on se donne on a vu plusieurs situations de jeunes qui se sont donnés un à l'autre, puis qui se sont mariés comme ça, puis aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. C'est qu'en fait, ils avaient tout consommé avant sans se connaître. Ils sont rentrés dans le mariage et ils ont continué à vivre ça. Et en fait, ils se sont fait très, très mal. Ils n'ont pas été sur le terrain de se connaître. Non, mais l'un l'autre. exactement. Si tu as habité ensemble, si tu as eu la sexualité avant le mariage, ben après ça, c'est quoi le mariage? Tu as déjà comme tout vécu les bienfaits du mariage. D'un autre côté, je me mets quand même dans la peau d'un jeune garçon qui a des pulsions, tout ça. C'est sûr qu'il a envie, tu sais, c'est difficile l'attendre dans le mariage, mais par contre, je pense que si tu te motives, comme tu as dit, maman, avec la pensée de je vais me marier puis je veux vraiment connaître cette personne-là, ça te donne un but aussi dans les fréquentations, dans... T'sais, si tu sais que tu t'en vas vers le mariage, ben t'as le but de la connaître, l'autre personne, vraiment, puis tu te dis, hey, je peux garder la sexualité pour après le mariage. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Mais ça rend la fréquentation plus sérieuse aussi. Ben oui, absolument. Si tu as réussi à te maîtriser avant le mariage, ben à combien plus forte raison tu vas réussir à te maîtriser après le mariage? Je pense que c'est un des faits flagrants que les couples qui ont attendu tes regards pour ta femme. avant le mariage vont avoir moins d'adultère dans le En mariage. fait, la sexualité vient brouiller beaucoup de cartes. C'est ça qu'il faut retenir. Puis aujourd'hui, on dit souvent aux gens, écoutez, si la sexualité rendait heureux, la planète serait heureuse. Là. Alors, c'est pas ça qu'il faut viser dans le mariage. Ça, c'est un cadeau qui suit dans le mariage. Est-ce que on peut se connaître, puis vraiment, on est en train de s'engager à prendre soin l'un de l'autre? Ça, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement facile de se prendre pour acquis sur une ou deux pensées finales, là, pour moi. Là. De se prendre pour acquis, il va falloir lutter là, contre ces pistes-là, brouiller ces pistes-là, de comment on peut se prendre pour acquis facilement. Et aussi, j'ai aimé au début quand on a dit, on n'écoute pas toujours nos sentiments, même quand ça va mal. Le premier qui va plier le genou, parce qu'il se sent tellement malheureux, c'est mon cas. Moi, quand je me divise avec René, je peux pas tolérer. Je me dis, le courant passe entre nous, alors je veux pas tolérer que le courant actuellement ne passe pas. Alors, le premier qui va s'humilier, qui va aller vers l'autre,
qui va ouvrir son cœur, qui va s'intéresser à l'autre, ou que moi, je vais lui dire « Je suis pas bien, voici ce que j'ai ressenti », ça va dénouer rapidement, puis on va sentir le courant qui passe à nouveau. Et ce courant-là, là, il se cultive à chaque jour. Et c'est l'antidote à se prendre pour acquis. Sans ça, un mariage sans amour, René le dit souvent dans nos interventions, on devient deux droites parallèles qui ne se touchent pas. Puis c'est pour ça que les gens viennent nous voir. Ils ne savent plus comment se toucher corps, âme et esprit. Ça prend une touche, ça prend une étincelle, puis ça commence par l'humilité, mettre son orgueil de côté, avec un esprit de douceur et de paisibilité. Je veux retrouver. On est actuellement avec un couple comme ça, là. Je veux goûter à autre chose. Je veux pas un couple assez avancé en âge, mais on veut pas mourir comme des adversaires. On aimerait ça, cultiver l'amour, on sait pas comment faire. Alors là, ça devient intéressant. Puis quelqu'un qui cherche sincèrement, il va finir par trouver comment faire. Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Amen. Mais je pense c'est sûr, on n'a pas fait le tour, hein, parce qu'il aurait fallu... Alors, poses-tu des questions popcorn, genre, rapidement? Mon Dieu, j'ai pas pensé à ça, des questions popcorn, mais si tu veux Non, y aller, mais vas-y. je sais pas, comme mettons... Non, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. OK. Mais, tu sais, si je peux aussi ramener quelque chose, il est jamais trop tard pour entrer dans l'obéissance par rapport à la sexualité avant le mariage. Jamais trop tard. Tu sais, par rapport à... Moi, avant d'être chrétienne, j'avais vécu de la sexualité. Puis quand je suis rentrée dans ma vie chrétienne, j'étais comme... « Oh, mais ça me tente pas vraiment de le donner au Seigneur. » Tu sais, je suis comme, je sais pas comment je vais réussir. Puis finalement, j'ai réussi. Tu sais, ça prend juste une décision. C'est une décision. Moi, je pensais qu'après 2 ans et 6 mois, il y avait comme une grosse pancarte qui tombait du ciel, écrit « Trop tard ». C'est qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Mais dans une relation aussi, excuse-moi. Non, il n'est jamais trop tard pour apprendre à maîtriser son corps. Ça. C'est ça qui est beau. Ben et oui. on est tellement fiers de réaliser qu'on peut se maîtriser, attendre que la vie se rapporte pas tout à mes sens, sens physiques. Parce que, tu sais, Tienne, si on est honnête, là, toi et moi, au début, on flirtait un peu avec la ligne de la non-sexualité. Tu sais, puis à un moment donné, on a été clair, on a mis notre cœur devant Dieu, puis on était comme là, ça suffit, on fait un pas derrière, on met... on n'a pas couché ensemble jamais trop tard. On flirtait avec la ligne, clairement. C'est ça que je voulais dire, parce qu'il est jamais trop tard pour rentrer dans l'obéissance. Tu sais, même si t'as comme franchi un cap que t'as... En tout cas, tu comprends? Oui, même si t'as déjà goûté aux fruits défendus, ben il est jamais trop tard. Tu sais, c'est pas parce que t'as mangé une pomme que tu dois manger le paquet. Là, pas qu'on a fait l'amour avant de se marier, parce que je tiens à dire que je suis vraiment très fière de ça. Parce que quand je suis tombée chrétienne, jamais je pensais à réussir ça, puis je l'ai réussi finalement. Fait que en fait, c'est toujours une journée à la fois, puis c'est aussi savoir pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on veut le meilleur, puis on veut qu'il y ait quelqu'un qui vraiment se mêle de notre vie. Le Seigneur a raison dans sa parole, puis c'est important. C'est pour ça qu'on Juste avant qu'on termine, j'aimerais ça parler un peu de votre ministère. Oui. Fait que, comme vous pouvez l'expliquer un peu plus en profondeur, mais en gros, vous rencontrez des couples et des gens prémaritales sur plusieurs heures. Dans le fond, vous faites ça dans un modèle d'1 semaine, si j'ai bien compris, c'est ça? Puis moi, ce que j'aime particulièrement de votre ministère, c'est que vous arrêtez pas juste 1 heure par semaine pour quelqu'un, tu sais. Vous prenez vraiment le temps, ce que vous venez de décrire, tu sais, pour le mariage, de connaître l'autre en profondeur, de comme s'attarder aux besoins, d'être là, de prendre un sacrifice. Je trouve que vous le faites même dans votre travail, puis je trouve ça exceptionnel. Vous vous arrêtez pour les gens, puis vous prenez le temps d'entendre leur histoire, puis là, vous les aidez, c'est ça? Oui. En fait, on a un background en psychologie. J'ai en psychologie, moi en psychoéducation. Et en fait, on a appris des façons de faire, surtout en relation d'aide, parce qu'on s'est dirigé vers ce chemin-là de relation d'aide. Sauf que le cœur humain, 1 heure par semaine, nous, quand on a eu besoin, 1 heure par semaine, ça fonctionne pas. Puis l'autre semaine, quand on se revoit, il faut déjà recommencer à 9 parce qu'1 heure, c'est beaucoup trop court. Quand ça fait 14 ans que ton couple va mal... Tu peux investir 1 semaine. 1 heure par semaine, c'est... C'est ça. S'arrêter et commencer à réfléchir aussi. C'est grand, ça. Donc, on travaille avec un couple sur 4 jours, avec des rencontres de 4 heures par jour. Par contre, entre les rencontres, ils s'en vont pas au travail, ils s'en vont pas au cinéma. Ils s'en vont à la maison ensemble. Ils restent ensemble, ils ont des devoirs de connexion. On va prendre le temps de s'arrêter. Et oui, ce qui est tellement beau, c'est qu'on peut tout racheter. On a vu des gens après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune. C'est comme si ils revenaient à la case départ et disaient « OK, on va se connaître parce qu'on veut
investir, construire ensemble. Et aujourd'hui, après 5, 8, 10 ans, on les entend dire « Notre vie, elle a fait un 180. » Wow. J'aime dire que quand les gens sont blessés, se coupent un bras sérieusement, vont chez le médecin et s'abandonnent au médecin. Ils vont dire « Prends le temps de faire 64 points de suture si tu veux. Tu me diras quand sortir. » On est à la merci du système d'hôpital parce qu'on sait qu'on est blessé. Malheureusement, au niveau de l'âme, c'est différent. C'est qu'il y a des couples qui sont extrêmement blessés. Et encore une fois, dans l'égocentrisme, dans leur ego, dans leur orgueil, vont plutôt être en compétition, en comparaison, dans guerre de raison, pour se faire très mal, tenter parfois de se rapprocher, mais ça ne fonctionne pas. Puis ils peuvent perdurer comme ça pendant des années. Et une des choses qui m'a toujours frappé, c'est lorsqu'ils savent qu'ils vont venir passer 4 jours, pas une demi-heure, pas 1 heure, mais ils savent qu'on va passer 4 jours. J'ai souvent vu cette réaction-là du couple qui vient s'asseoir en face de nous. On les regarde et les deux on a vu des gens s'écrouler en larmes. Wow. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je savais qu'ici, je viendrais ouvrir mon cœur. Et là, ça s'effondre. Les gens s'effondrent. Ils savent qu'on ne va pas contourner leur cœur. Vous êtes là pour votre cœur. Nous, notre mandat, c'est de vous garder au niveau du cœur. Hein? Et on va aller rechercher cet amour-là initial, mais on va vouloir les amener à un nouveau palier d'amour. Et ça prend du temps. Ouais. J'ai envie de terminer avec une quote qui terminerait mieux. Vas-y, dis-le. Puis après ça, moi aussi, je vais terminer, puis on va finir. J'avais envie de dire, la raison pour laquelle le mariage est si douloureux et pourtant merveilleux, c'est parce qu'il reflète l'Évangile qui est en même temps douloureux et merveilleux.